Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce bulletin d'information de votre journal de 15 heures, les faits marquants de l'actualité. Mise en place d'une nouvelle feuille de route de la politique nationale de décentralisation pour la période allant de 2020 à 2024. Dans l'actualité également, cette baisse significative des impôts pour les travailleurs djiboutiens. En nouvelle demandée concernant la Covid-19, la seconde vague du Covid menace l'Afrique et c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cet atelier de restitution de la nouvelle feuille de route de la décentralisation pour la période allant de 2021 à 2024 qui s'est tenue hier au Sheraton Hotel et organisée par le ministère chargé de la décentralisation. La suite avec Ahmed Hamad. Chargé de la décentralisation a organisé hier jeudi au Sheraton Hotel un atelier de restitution de la nouvelle feuille de route de la décentralisation pour la période 2021-2024. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, en présence de son collègue des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah, du chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne, Bernard François, et de la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, Fatouma Farouk Al-Sheikh. L'atelier fait partie des activités organisées par le ministère chargé de la décentralisation dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'agence d'exécution Expertise France. Après le retrait des officiels, la consultante a fait la présentation de la nouvelle feuille de route et ses objectifs, rappelons-le, alignés sur les orientations gouvernementales Vision Djibouti 2035 et le programme national de développement 2020-2024. Celle-ci s'arrime à la première feuille de route de la décentralisation étalée sur 4 ans, de 2017 à 2020, et élaborée par le tout nouveau département dédié à cette réforme importante de l'État. Force est de constater que les conclusions de l'état des lieux de la mise en œuvre de cette précédente feuille de route font ressortir que le processus de décentralisation a connu des avancées importantes. Elles vont des transferts des fiscalités vers les collectivités territoriales jusqu'à l'élaboration du code des collectivités territoriales en cours d'adoption, en passant par la mise en place des cadres de la concertation des acteurs de la décentralisation pour faire avancer cette réforme, le recrutement des secrétaires généraux dans les collectivités territoriales, piliers de l'administration locale, la mise en place des premiers budgets régionaux et le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation à travers la réalisation des formations. Une autre avancée porte sur la redynamisation, la bonne effectivité et la facilitation de l'ouverture sur l'extérieur de l'association des collectivités territoriales. Il y a lieu aussi de noter que beaucoup d'actions et de programmes ont été réalisés dans les régions tels que des filets de protection sociale, l'installation des équipements solaires ou encore des groupes électrogènes. Last but not least, une multitude d'activités de communication et de vulgarisation ont été menées autour des projets de développement et de lutte contre la pauvreté pour renforcer la participation citoyenne au développement des collectivités locales et via les réseaux sociaux et l'organe d'information du ministère pour valoriser les activités entreprises pour promouvoir cette réforme de l'État. L'objectif général visé par la nouvelle feuille de route porte sur l'émergence des collectivités territoriales comme acteurs complémentaires du développement des territoires au bénéfice de la population. S'y ajoutent les propositions d'indicateurs à l'aune desquels ils sont évalués à l'horizon 2024. Autour de tous ces points, les discussions ont été très riches et ont vu une large participation. L'atelier s'est achevé par la validation de la feuille de route de la décentralisation pour la période 2021-2024, espérant le succès de cet outil de pilotage de la politique de la décentralisation. Et au cours de cet atelier, le chef de délégation de l'Union européenne, M. Bernard François, s'est exprimé suivant un extrait de son intervention. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque, quelque part, on s'en va sur la finalisation, la validation de cette feuille de route. Je pense que la décentralisation est un processus qui est attendu depuis très longtemps. La décentralisation, ce n'est pas un processus facile. Trouver le consensus n'est pas quelque chose de facile. Je pense qu'aujourd'hui, avec la finalisation du Code des collectivités locales, avec la validation de cette feuille de route, nous sommes en train de passer des étapes très importantes qui vont nous permettre d'appuyer
les autorités nationales dans la réalisation de ce dessin. Comme l'a dit le secrétaire d'État, la décentralisation, c'est important. Ça veut dire qu'on met la décision près des populations et donc, a priori, nous pouvons espérer que les populations sont mieux comprises, que leurs aspirations vont trouver des réponses plus adaptées. Je voudrais également saluer les actions déterminantes du ministère du Budget, puisque cette année, et nous l'avons appris il y a peu, le budget qui va être mis à disposition des conseils régionaux a été à peu près doublé. Donc, pour moi, ça, je dirais, c'est plus important que les quelques millions d'euros que nous pourrons vous offrir pour quelques années. Parce que le budget de l'État, ça représente la continuité. Et nous espérons bâtir avec le secrétariat d'État, qui est le coordinateur qui doit animer tous les ministères en charge, nous espérons pouvoir vous aider pendant un temps déterminé, parce qu'un projet, je dis toujours, ça commence et ça finit, mais ce qui reste, c'est ça qui est important. Et quant au ministre des Affaires étrangères, eh bien, il s'est dit confiant quant à l'émergence des collectivités territoriales comme acteurs du développement. Nous l'écoutons. Je crois que depuis 20 ans, on parle de décentralisation. Il est sûr qu'un chemin a été parcouru, mais le travail qui reste à être fait et réalisé est beaucoup plus important. L'objectif principal de cette décentralisation est de transformer ces collectivités territoriales en acteurs complémentaires du développement. Quand on dit acteurs complémentaires, ce sont des acteurs à part entière dans le développement du pays. Les régions, et il ne faut pas se le cacher, sont les parties du pays qui sont les plus touchées par le chômage, par la pauvreté, par le manque d'accès à un certain nombre de services publics. Et je crois que cela rend encore plus vital un processus de décentralisation, de déconcentration qui doit être rapproché des populations et des administrés. Il faut dire que les pouvoirs publics, le gouvernement, le secrétaire d'État à la décentralisation avons fait œuvre utile jusqu'à présent en mettant en place un certain nombre de textes tels que le Code des collectivités territoriales qui va certainement être ratifié prochainement, un budget pour les régions qui doit également être acté, une déconcentration, une certaine forme de fiscalité, la formation des ressources humaines pour les administrations des collectivités territoriales, la nomination des secrétaires généraux. Il y a un certain nombre de choses qui ont été réalisées et aujourd'hui, dans le cadre de Djibouti, ici, c'est-à-dire le plan quinquennal de développement 2020-2024, la déconcentration, décentralisation est au centre de cette politique. Je voulais marquer ma solidarité en étant présent à cet atelier, marquer l'intérêt du ministère des Affaires étrangères et le soutien du ministère des Affaires étrangères à ce processus et vous dire que, Monsieur le ministre, nous serons toujours à vos côtés et Dieu sait que vous faites un travail qui est remarquable et je tiens à le souligner vous-même ainsi que vos collaborateurs pour porter ce projet, ce chantier qui est extrêmement difficile à porter et ceux qui sont dans la cuisine, dans la marmite savent comment ce chantier de la décentralisation est un chantier difficile à porter, un défi, un challenge difficile. Des pays très avancés dans ce domaine comme la France sont encore dans un processus de finalisation de leur décentralisation et les choses changent avec tous les mandats des chefs d'État qui arrivent. Les régions changent, passent de 23 à 14, 15, les communes changent, etc. C'est un processus qui est difficile. Ça fait 50 ans, par exemple, en France, ou plus même qu'on parle de décentralisation, et le processus en France n'est pas encore terminé. Imaginez-vous, nous avons à peine commencé. Donc, en tout cas, mes encouragements à vous tous, et merci de m'avoir invité. Et le secrétaire d'État à la décentralisation a lui mis l'accent sur la feuille de route constituant un outil de pilotage qui, selon lui, va impulser un nouvel élan dans le processus de décentralisation. Présence parmi nous, avec nous, pour l'avancée substantielle de la décentralisation dénote à la fois l'intérêt du département que vous représentez et aussi
votre implication personnelle. C'est bien cette dynamique participative que j'ai voulu, pour ma part, créer autour de la réforme et de la décentralisation. Ces principes fondateurs de concertation, d'inclusion et de dépassement de soi ou d'introspection personnelle doivent nous guider pour analyser et proposer ensemble de la structuration de notre nouvelle feuille de route de la décentralisation. Il est important pour nous, à plusieurs reprises et de moments fondateurs, de regarder ensemble dans un même élan vers le même horizon avec une vision commune ou partagée. Il est important de nous orienter ensemble avec des perspectives qui tiennent compte de l'intelligence de réflexion, de l'énergie puissante de nos préoccupations, de la sensibilité variée de chaque département, de chaque secteur, de chaque acteur et de chaque partenaire. C'est à ces plus éléments que nous allons dans un effort commun de démultiplier et réduire les inégalités, l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale qui fait vaciller l'existence de nos ménages où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la feuille de route que vous est présentée constitue un outil de pilotage qui va guider et impulser un nouvel élan dans le processus de décentralisation. Son processus d'élaboration fut aussi inclusif en reposant sur une analyse solide des états de lieux et des orientations gouvernementales qui ont guidé et doivent encore guider la formulation de nouveaux objectifs à atteindre. Et pour les atteindre, nous ne devons pas perdre de vue que la décentralisation constitue un instrument au service du développement de notre pays. Son ambition véritable est de renforcer nos collectivités locales comme des acteurs majeurs du développement socio-économique des territoires avec un leitmotiv permanent de réduction des inégalités. Notre objectif général reste toujours, dans cette nouvelle feuille de route, l'émergence des collectivités comme des acteurs complémentaires et dynamiques du développement des territoires, et c'est là au bénéfice de nos populations. En effet, nos objectifs stratégiques tirent leur légitimité de la vision 2035 qui préconise un renforcement de la gouvernance et des capacités de notre administration. Aussi, elle identifie comme défi majeur de réussir la décentralisation économique par la création de véritables pôles de développement régionaux capables et surtout de promouvoir une politique de développement régional fondée sur la spécialisation des régions. L'ambition ferme du président de la République est d'améliorer résolument leur croissance économique afin d'augmenter les taux d'emploi, notamment des jeunes, de réduire les taux de pauvreté globale de la population ainsi que les inégalités qui sapent le moral de nos ménages. Et à l'issue de cet atelier, nous avons recueilli pour vous les impressions du président du Conseil régional de Boc, Monsieur Mohamed Hamed. C'est important qui nous permet de faire un état des lieux. Je voudrais rappeler ici que la première feuille de route a permis quand même de constater des avancées énormes qui ont été faites en matière de centralisation. À titre de rappel, après avoir mis en place un ministère spécialement dédié à la centralisation, beaucoup d'avancées ont liées sous le leadership de M. Ahmed Mohamed Aramis. Je voudrais rappeler que par exemple, les centres des impôts ont ouvert dans les régions. Il faudrait également rappeler que la fiscalité locale a été mise en place et que l'année dernière, 2020, les conseils régionaux ont pu utiliser les premiers budgets mis à leur disposition dans le cadre de collecte de ces impôts. Je voudrais également souligner que dans cette même année, il y a eu les nominations des secrétaires généraux. Et ça, c'est un point crucial dans l'avancée de la décentralisation, puisque les secrétaires généraux sont amenés à être une cheville ouvrière de l'administration territoriale. Autre rappel aussi, dans le cadre de cet atelier, nous sommes en train de voir maintenant où on doit aller justement. Et il faut rappeler que la décentralisation est un processus qui est un peu difficile, certes, mais qui exige la transversalité de tous. Donc il faut que beaucoup d'acteurs soient là. Et aujourd'hui, l'engagement qui nous a été donné par les deux ministres, à savoir les ministres des Affaires étrangères et les secrétaires d'État, sont encourageants pour nous appuyer. Je tiens également donc à préciser que dans cette année, les budgets des régions vont augmenter
et qu'également les régions auront donc l'appui de l'Union européenne dans le cadre du projet donc ADIL. Toutes ces avancées-là, donc c'est grâce aux efforts consentis par différents partis, mais il faut les rappeler et puis reconnaître à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, nous avons un ministère qui se bat pour que la décentralisation soit à la hauteur. Santé, cette fois, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriyé, a présidé une réunion de travail de la Commission nationale chargée de l'introduction du déploiement des vaccins Covid-19 qui a été mise en place par décret présidentiel. Eh bien, cette première réunion avec la dite commission composée de médecins, d'experts nationaux, elle s'est tenue dans la salle de conférence du ministère en présence du président de la commission, Dr Ahmed Roblé. Au cours de cette réunion de travail, le coordinateur du programme élargi de vaccination et point focal national pour l'initiative Gavi, Dr Abdurrahman Douxié, a exposé les différentes étapes déjà franchies et les réalisations exécutées par son département en vue de l'acquisition des vaccins contre la Covid. Notre pays a déjà formulé sa requête d'acquisition pour garantir l'accès aux vaccins contre la Covid-19 le plus rapidement possible. Le ministre de la Santé a rappelé que l'objectif principal de son département étant de préparer l'arrivée de vaccins avec une stratégie de vaccination de déploiement la mieux adaptée compte tenu de la situation épidémiologique et des réalités socio-médicales de notre pays. Dans l'actualité également, l'Université de Djibouti a organisé hier une conférence sur l'entrepreneuriat qui a donné lieu à des présentations et à des conférences de haut niveau faites par des doyens de l'université, des enseignants ainsi que des étudiants sur la notion de l'entrepreneuriat, premier levier de la lutte contre le chômage et plus particulièrement celui des jeunes en République de Djibouti. Ont participé à cette conférence les incubateurs des responsables également des institutions chargées de créer un espace propice pour la promotion des jeunes entrepreneurs et des entreprises ainsi que favoriser l'écosystème entrepreneurial. L'Université de Djibouti et ceux dans le cadre de son 20e anniversaire ont organisé hier midi un déjeuner professionnel pour les professionnels administratifs et les professeurs de l'université. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, des membres du corps universitaire, des directeurs des différents départements de l'université, ainsi que des étudiants-chercheurs. À l'issue de cette cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et le président de l'université réunis dans le cadre de cette cérémonie ont réitéré leur remarquable valeur ajoutée des membres du corps universitaire et un pas de géant qui ont fait pour cette université au niveau de la recherche, des structures, des paramédicaux durant ces 20 ans écoulés. Le président de l'université a pour sa part salué les efforts consentis du corps universitaire depuis sa création. Je suis très heureux que nous célébrions tous ensemble ces 20 ans. Cette grande famille de l'Université de Djibouti, nous avons mis 20 ans pour la bâtir, pour la consolider et pour qu'elle soit aussi belle qu'aujourd'hui. C'est une famille qui a réussi, quand je vois ici tout le monde, de vieux, de moins vieux, de plus jeunes, c'est une famille qui a réussi à se former elle-même, à faire en sorte que ces relais, les nouvelles générations puissent être formées ici. Les anciens, les jeunes qui sortent de l'université, vraiment c'est un bonheur.
et Inch'Allah, faisons en sorte que cette famille puisse durer le plus longtemps possible. Et le ministre de l'Enseignement supérieur a, dans son intervention, mis l'accent sur la vision politique et la stratégie du chef de l'État qui fait confiance à ses hommes et femmes. Je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité et partager avec moi ce repas, ce déjeuner. Je voudrais vraiment du fond du cœur vous féliciter pour le travail que vous faites. Je pense que beaucoup d'entre vous sont des parents et chaque parent veut pour ses enfants ce qu'il y a de mieux. Et je sais que au niveau de l'université, vous faites pour chaque enfant de l'université ce que vous aurez fait pour vos enfants. Je tiens donc à vous féliciter, à féliciter le président de l'université, à féliciter la secrétaire générale, à féliciter tous les membres de l'université, jeunes et moins jeunes. Je voudrais rendre un hommage à ceux qui ont démarré cette université. Je voudrais vraiment que chacun d'entre nous continue d'être dans la poursuite et la continuité. L'université a 20 ans, ça fait 10 ans que je suis avec vous. Donc j'ai fait la moitié de ce parcours. Si nous avons réussi ensemble, et je vous assure, aujourd'hui j'étais à l'Assemblée, des parlementaires nous ont fait un témoignage du pas de géant qui a été fait à l'université au niveau de la recherche, au niveau des structures, des paramédicaux, en 10 ans, le travail qui a été fait. Et c'est possible parce que tout d'abord, nous avons eu et nous souhaitons continuer avec lui un président de la République qui a eu une vision, qui a une politique, qui a une stratégie, qui fait confiance à ces hommes et à ces femmes qui travaillent au niveau de l'université, au niveau des structures de la recherche. Je voudrais qu'on continue à être digne de cette confiance, d'accompagner cette volonté, ce sacrifice. Notre pays n'est pas un pays riche, mais je vous assure, quand on visite notre université, beaucoup nous l'envient. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a reçu dans son bureau Cheikh Mansour Ben Moussallam, président de la Fondation Education Relief, dont le siège se trouve à Genève. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération culturelle avec cette fondation qui fête sa première année depuis son installation à Djibouti. Eh bien, Cheikh Mansour Ben Moussallam a tenu à remercier le ministre pour son accueil. Pour sa part, le ministre Moumin Hassan Barré a souhaité la bienvenue à son hôte de marque et la délégation qui l'accompagne en le remerciant de l'intérêt qu'il porte à la culture. Il a à cet égard exprimé son entière disposition à organiser conjointement donc avec cette institution des événements culturels en explorant de nouvelles formes de partenariat favorisant la création artistique. Enfin, le ministre a réaffirmé au président de la Fondation sa volonté d'élargir la coopération au secteur prioritaire de la culture et des festivals. Et dans notre édition de ce 15h, nous allons dans les locaux de la RTD qui ont abrité hier en début d'après-midi une table ronde spéciale consacrée à la nouvelle loi de finances initiale pour cette année 2021. Cette loi a été promulguée par le chef de l'État sous forme de décret présidentiel qui est en vigueur dès son apparition. Des hauts responsables de la Direction générale des impôts du ministère du Budget étaient justement les invités de cette table ronde, suivant un extrait de cette table ronde. Le gouvernement, depuis 2016, essaye de diminuer la charge fiscale sur le salarié. Depuis le 1er janvier 2016, l'impôt sur les traitements et salaires de toutes les rémunérations égales ou inférieures à 50 000 a été complètement annulé. Le salarié qui touche jusqu'à 50 000 ne payait pas d'impôt. Qu'est-ce qu'il en est en 2021 ? En 2021, les mêmes types de salariés ne payeront toujours pas d'impôts. Donc, contrairement à ce qu'on attend à gauche et à droite, les gens qui ne payaient pas d'impôts et qui touchaient moins de 50 000 ou jusqu'à 50 000 ne continueront à ne pas payer. C'est quoi la nouveauté du nouveau barème ? Le salaire qui oscille entre 0 à 150 000, qui était taxé lourdement,
a été revu à la baisse. Désormais, tous les gens dont le salaire est compris entre 50 et 150 vont voir leur impôt sur le traitement et salaire diminuer entre 3 000 et 5 000 francs par mois. Si on prend un individu, prenons l'exemple d'un homme dont le salaire est de 100 000. Avant, cet homme, son salaire était taxé par revenu et il payait un impôt total de 12 600. Maintenant, avec le nouveau barème, il va payer 10 500. Cet homme-là, ce salarié, aura gagné 2 100 francs par mois. Il est gagnant. Il est gagnant, il aura 25 000 francs au tout. Sur une année, il aura gagné 25 000 francs. Pourquoi le président de la République et le gouvernement ont fait ça? Pour que le salarié puisse avoir un pouvoir d'achat, pour le permettre de consommer, pour le permettre de relancer l'économie de notre pays. C'est une mesure d'action sociale. Et parallèlement à cette mesure, le gouvernement a voulu, sur la base d'une équité sociale, de solidarité entre les salariés, de taxer un peu plus ceux qui ont un salaire plus élevé. Jusqu'à maintenant, le salarié qui avait un salaire de 600 000 était taxé, celui qui avait 600 000, celui qui avait 1 million ou 2 millions était taxé de la même manière. Maintenant, nous avons instauré un barème qui taxe un peu plus lourdement les gens qui ont des salaires plus élevés. Les deux couches, les deux types de salariés de notre pays, ceux qui ont des revenus bas et ceux qui ont des revenus hauts, vont être solidaires. Ceux qui ont plus de revenus vont payer un peu plus de revenus et ceux qui ont moins de revenus vont payer moins de revenus. C'est ça la solidarité entre les salariés. Et c'est une très bonne action qui a été faite. Et je vais dire des autres mots qui sont importants. C'est vraiment une loi de finances à caractère social, mais à caractère économique, de relance économique. Parce que le Covid, la pandémie a touché d'énormes secteurs de notre économie et particulièrement le secteur du tourisme. Les hôtels, les restaurants, les agents de voyage, tous ces secteurs-là sont en quasi-cessation d'activité. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Alors que nous avons beaucoup de difficultés budgétaires, le gouvernement a voulu faire un effort et l'impôt minimum forfaitaire qui était de 1% a été diminué de 50%. Désormais, les hôtels, les restaurants vont payer que 0,5%. C'est une autre manière d'aider ces secteurs pour qu'ils se relancent. Et le directeur des impôts l'a dit en Somalie, le gouvernement a voulu, lorsqu'un salarié arrive en fin de carrière, son indemnité de départ, soit c'est une indemnité de licenciement, soit une indemnité de départ, avant, ces types d'indemnités étaient taxés. Maintenant, toute indemnité supérieure, inférieure ou égale à 1 500 000 ne sera soumise à aucune taxation. Ce sont les grandes avancées de la loi de finances. Et nous allons à Arta dans cette édition dans le cadre de l'action sociale. La délégation conduite par des secrétaires généraux du ministère des Affaires sociales et de Solidarité ainsi que ceux de la décentralisation ont été accueillis à Arta. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le président du conseil régional ainsi que le préfet de la région d'Arta. À leur arrivée dans l'enceinte du conseil régional, bien les festivités ont démarré. Après des chants, des danses folkloriques, des présentations des sons des ouvrages socio-économiques réalisés par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités à travers son agence d'exécution, la TDS, mais aussi celle menée conjointement avec le secrétariat d'État chargé de la décentralisation. Eh bien, au cours de cette journée riche en émotions, eh bien, certains ont reçu des certificats de remerciement. Donc, pour ces travaux menés en cette période, surtout liée au Covid-19, et notamment dans la région, qui est la région d'Arta. Suivons cette fois le mot du président du conseil régional, M. Elmebouh. À l'appui et à la plaidoyerie du secrétaire d'État en charge de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Harami,
qui n'a cessé de renforcer la capacité du processus de la décentralisation depuis sa nomination au département qu'il a en charge. C'est aussi la volonté politique et grâce au président de la République de toutes ces réalisations, tous ces efforts, et c'est grâce à l'appui politique du président surtout que la décentralisation arrive aujourd'hui avec la mise en place de la fiscalité locale, l'appui de partenaires internationaux et nationaux et surtout européens que nous entreprenons cette année divers projets d'investissement dans la région d'Arsa et en l'instar de chaque région de l'intérieur. Et concernant cette semaine nationale de l'action sociale, eh bien, nous avons avec nous sur ce plateau Monsieur Galab Hassan Galab. Bonjour monsieur. Je rappelle que vous êtes chef de service de renforcement des capacités des acteurs de la DDS. Ma première question est donc, quel est le but de cette semaine nationale de l'action sociale dans les régions et à long terme, quels seront donc les projets qui seront donc effectués dans ces régions pour un plus grand développement de nos régions. Merci Fardous. L'objectif de la semaine d'action sociale est tout d'abord de présenter, de communiquer les actions qui ont été, le résultat obtenu des projets qui ont été réalisés durant l'année écoulée, de présenter ça aux régions, à chaque région, et puis de montrer ça à chaque région et surtout ce qu'on a fait durant l'année écoulée par le ministère des Affaires sociales et là à travers son agence d'exécution, la DDS. Et ma deuxième question, donc, c'est pour vous. Donc, quel est donc votre rôle dans le cadre de ce vaste projet pour le développement des régions de l'intérieur du pays? Alors, et ce, donc, à travers la DDS. Alors, mon rôle dans cette semaine d'action sociale, c'est que moi, je suis en charge surtout de renforcement des capacités des acteurs, des acteurs tels que les associations, la société civile. Et les associations ont réalisé des choses dans les régions. Ils ont réalisé beaucoup de choses. Ils ont réalisé des citernes enterrées, ils ont réalisé des puits. Et là, mon rôle, c'est de mettre en avant et de montrer ça aux régions, les réalisations qu'ils ont faites. Donc c'est ça mon rôle, quoi. C'est d'appuyer, de renforcer les compétences des acteurs, surtout les associations. Et puisqu'ils ont fait beaucoup de choses, et donc, à ce titre, nous avons validé 58 projets. L'Agence de gestion de développement social a validé 58 projets. Et ces projets ont été réalisés dans les 5 régions. Donc, et justement, nous allons exposer ces projets aux régions et surtout à la population entière. Pour qu'ils puissent comprendre le travail que vous avez fait. Voilà, le résultat qui a été fait, c'était pas négligeable. Donc, ils ont fait beaucoup de choses. Et là, mon rôle, c'est d'exposer ce qu'ils ont fait. D'accord. Merci donc d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef de service de renforcement des capacités des acteurs de la DDS. Et dans le reste de l'actualité, de là nous passons à ce qui domine l'actualité internationale en parlant de la seconde vague du Covid-19 qui menace l'Afrique. Le Centre africain de contrôle et de prévention est chargé du suivi de l'évolution du virus, a adressé un bilan plutôt négatif de la situation actuelle. Les cas ont augmenté en moyenne de 14% cette semaine. Plusieurs pays dans le continent font face à cette virulente deuxième vague de l'épidémie, à l'image de l'Afrique du Sud, pays de loin le plus touché avec un peu plus d'1 million de cas, de plus que 38 000 morts. L'Afrique du Sud, qui tient la présidence de l'Union africaine, a annoncé avoir acquis pour le compte du continent 270 millions de vaccins. Plus de 30 millions de doses sont également attendues d'ici le mois de mars. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.